Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Les vraies voix du rugby, chaque lundi soir sur Sud Radio de 20h à 21h. L'actualité du rugby vue et revue, le débrief du week-end. On va revenir sur ce France-Japon largement remporté par les Français. Est-ce qu'il vous a satisfait? On va en parler dans quelques instants avec nos consultants, Philippe Spanghero et Yohan Uget. Et puis bien sûr, nos invités qui sont nombreux. 20h30, Pierre Berbizier sera avec nous, l'ancien entraîneur du 15 de France, ancien capitaine du 15 de France, qui va se projeter avec nous sur le deuxième match de cette tournée de novembre. C'est le match contre la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez nous appeler, participer bien sûr avec nous au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, salut Yohan, salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Bienvenue aussi et surtout à Quentin Cabanis, l'homme qui est aux manettes et au micro, parce que surtout c'est Quentin qui nous donne les dernières infos du jour. Voilà, notamment elles viennent de Marcoussis, ces infos. Et oui François, en effet ces infos qui viennent de Marcoussis avec des nouvelles de l'équipe de France touchée à l'os de la crête iliaque face au Japon. Thibaut Flament reste tout de même dans le groupe pour préparer le match face à la Nouvelle-Zélande. Théo Atisogbe, lui en revanche est forfait. Il est remplacé numériquement dans le groupe par Cameron Woki. Touché à un genou et absent pour France-Japon, Nolan Le Garec fera bien son retour également cette semaine à Marcoussis en vue du deuxième test. Le Racing Man intègre le groupe en lieu et place de Baptiste Serin. Autre changement, Régis Montagne reste avec le 15 de France en tant que quatrième pilier droit. Le Clermontois remplace lui Lenny Nouchi. Et puis d'après l'équipe, Romain Bureau s'est pressenti pour démarrer à l'arrière. En revanche, des informations officielles qui proviennent de la Nouvelle-Zélande, Sam Ken et Marc Téléa seront forfaits pour cette équipe de la Nouvelle-Zélande face à l'équipe de France. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique du Sud est de nouveau numéro 1 mondial à la faveur de sa victoire sur l'Écosse et de la défaite de l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud a repris aujourd'hui la tête du classement mondial. La France, elle, reste quatrième. Et puis enfin, une nouveauté, le Fidjien Semi Radradra et l'Écossais Scott Cummings ont été les premiers à écoper d'un carton rouge de 20 minutes. C'était ce dimanche. Voilà pour la nouvelle règle et déjà des cartons rouges de 20 minutes distribués. Oui, carton rouge à Semi Radradra, c'est le Français Luc Ramos qui l'a donné lors du match égal Fidji. Comment Philippe, toi tu l'as vu ou vécu ces deux premiers cartons rouges light? Oui, j'ai vu et justement, ça donne de l'eau au moulin de cette polémique et de la position française surtout, parce que je crois typiquement que sur un geste comme ça, avec la vitesse, le manque de contrôle, etc., sans cette solution, ça aurait été rouge. Donc voilà, ça ramène le débat lié à la sécurité des joueurs. C'est très rassurant pour les arbitres, on le comprend. C'est beaucoup plus rassurant pour eux sur des décisions qui sont pas extrêmement claires, mais malheureusement, quand il y a des rouges, très souvent, c'est pas complètement clair en termes d'appréciation. Et donc voilà, ça a été l'exemple parfait d'une situation qui aurait été rouge avant et qui l'a amené un rouge de 20 minutes. Ouais, Yohan Uget. Ouais, Philippe a souvent raison, mais là encore plus parce que on n'ose pas dire qu'elle est nulle cette règle. Il faut le dire jusqu'à un moment où tout le monde doit s'en apercevoir et rééquilibrer les débats, alors que c'est pas. Alors là, même si les Fidjiens ont gagné, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que les Fidjiens auraient gagné à 14? Je suis pas sûr. Donc voilà, donc un rouge c'était pour pénaliser. C'est dure loi du sport dans tous les sports. Et nous, on veut des fois réinventer certaines règles qui sont assez déjà complexes. Donc je trouve qu'elle est inutile. Allez, et en plus, sans philosopher, juste en une seconde, c'est en fait ce qui est bien dans le sport et qui fait qu'on conserve cet état d'esprit de façon générale, pas que dans le rugby, c'est qu'on sait quelle sanction est adaptée à quelle faute. Et donc on sait que plus la faute est importante, plus la sanction est lourde. Et là, ça revient à relativiser une sanction importante qui est faite pour être très pénalisante et qui l'est plus. Ouais, elle valait un rouge lourd, la faute de Radradra, si on prend cet exemple-là, ce plaquage. Pas un rouge très très lourd, mais il y avait rouge sans discussion par rapport aux règles. C'est à l'épaule, il arrive plein de vitesse, il contrôle pas du tout sa vitesse. Il n'y avait pas de débat pour moi. Eh bien voilà, le débat est lancé, en tout cas il se poursuit. On est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Yohan Maestri, notre premier invité. Salut Yohan, c'est pour ça que je disais Yohan Uget tout à l'heure, parce que je savais que Yohan Maestri allait arriver. Et l'ancien deuxième ligne du 15 de France, et on est très heureux de t'avoir avec nous. Salut Yohan.
Bonsoir messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Yohan Huget, bon, je pense que vous vous connaissez un petit peu. On s'est fréquenté, on s'est fréquenté quelques temps. Voilà, mais c'était dans une autre vie. Ouais, je sais pas, j'imagine qu'il est toujours aussi beau. Non, je suis au téléphone, moi. Malheureusement, j'ai pas la caméra devant moi, mais j'imagine qu'il est toujours aussi beau. Ouais. Mais Il est toujours aussi attends, bien un léché. screenshot que tu te le mettes en fin d'écran. Ah, merci. Voilà. Bonjour, Non, bonsoir. de suite, À vous dossiers. trois. Bonsoir. C'est pas bien ça. Bon, les débats sont lancés effectivement. Tiens, Yohan, c'était pas vraiment la première question que j'avais pensé. Non, Yohan Maestri, sur ce carton rouge allégé là, tu partages l'avis de Yohan Huget et de Philippe Spanghero? Non, moi, je trouve que c'est une très très bonne chose et ça me donne envie de reprendre ma carrière. S'il n'y a plus de carton rouge, on va pouvoir s'amuser. Très de plaisanterie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Ce qui est bien je crois que c'est Philippe qui l'a dit, il y a dans le sport, c'est qu'il y a des règles. Après, il y a différents facteurs qui peuvent venir changer le courant d'un match. Et la discipline, c'est quand même important à prendre en compte. Et ça peut changer beaucoup de choses, mais surtout la sécurité des joueurs. Et ensuite, c'est bien en fonction de ces règles-là, qui sont immuables, de s'adapter et de faire attention. Si on change tout le temps les règles du rugby, pour favoriser tel ou tel courant de jeu ou tel hémisphère de temps en temps, je le ressens un peu comme ça. C'est dommage, quoi. C'est bien il faut que chacun trouve un peu sa façon de jouer et de s'adapter aux règles. Et c'est bien. Par exemple, au-delà de ça, les Springboks le font très bien aujourd'hui. Et c'est à eux. Ils se sont très bien adaptés et les autres vont pouvoir évoluer aussi différemment. Quelle équipe a perdu la Coupe du Monde sur un carton rouge, Yohan? Je m'en souviens pas. Je ne veux pas relancer une polémique, mais il y a une équipe qui a perdu la Coupe du Monde sur un carton rouge il n'y a pas longtemps, non? Ben, bien sûr, oui, mais je vois où tu veux m'emmener, tu veux m'emmener, mais comme je fais partie des instances de World Rugby, je me permettrai pas. Je protège ma carrière politique, mais du coup, non, bien sûr, mais c'est toujours pareil. Il y a toujours ils veulent, oui, il y a une façon un peu de contrôler un peu le monde du rugby, en tout cas, la direction que ça prend et de mettre en avant certaines nations. C'est un peu regrettable. Oui, on a vu, et notamment dans ces week-ends, au-delà de ce carton rouge, on a vu surtout une belle victoire française, 52-12 face au Japon. Yohan Maestri, toi qui connais bien le Japon, on va revenir dans un deuxième temps, mais qu'as-tu pensé de la performance des Français qui ont inscrit 8 essais? Moi, j'ai trouvé ça impressionnant d'entrée de match. Bon, après, ils ont eu un peu du mal au tout début à rentrer dans la partie. Il y a eu un peu des fautes de main et tout ça, mais c'est normal, je pense. Ça faisait un moment que cette équipe n'avait pas joué ensemble. Et après, physiquement, ils sont impressionnants. Devant, derrière, il y a beaucoup de qualité. Il y a une façon de jouer très tactique aussi, de prendre le temps d'aller chez l'adversaire, de ne pas hésiter à mettre beaucoup de pression avec le jeu au pied et tout ça. Thomas Ramos aussi qui fait une excellente partie à la main et au pied. Voilà, après en face, c'est sûr que le Japon, ils étaient pas au rendez-vous, ils n'étaient pas prêts pour rivaliser avec la France, donc voilà, il faut espérer que Thibaut Flament ce soit pas trop grave, la blessure, et voilà, qu'il n'y ait pas eu trop de pépins. Je crois que François Cross aussi est sorti à la mi-temps, peut-être que ça s'était préparé, je sais pas, mais voilà. Ouais, on va bien sûr en reparler. Juste, Yohan Huget, tiens, sur le niveau des Japonais, c'est qui? C'est les Français qui ont été forts ou les Japonais qui sont quand même peut-être encore un peu faibles? Non, c'est souvent le débat à savoir si c'est la France qui a été forte ou les Japonais. Je pense que la France avait beaucoup d'appétit sur ce match-là, envie de retrouver son public. Le retour aussi d'Antoine a fait du bien collectivement. La charnière a été excellente. Et des Japonais qui depuis 2019 patinent. C'est dommage parce qu'on ils avaient mis un nouvel élan et tout, mais depuis 2019 c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop où ils vont. Leur style de jeu, ça a été assez latéral. Il n'y a pas eu de percussion et ils se sont entêtés dans ce jeu-là. Donc je pense que la France a fait une belle partie et on verra si on a raison samedi prochain face au All Black. Philippe Spanghero, une petite note à la performance des Français avec un peu de recul là, 48 heures après.
Non, mais on peut mettre une bonne note parce que cette équipe de France, contrairement à peut-être des générations précédentes qui avaient du mal à rester très disciplinée même quand le score était pris, ben là on a trouvé une équipe de France qui est restée concentrée sur son sujet, quand même plutôt en maîtrise. Donc on peut mettre 8,5 sur 10 parce que il y a pas beaucoup de déchets. C'est un match qui a été sérieux. Mais c'est vrai que les Japonais, c'est surprenant, ils ont jamais été très denses. Mais par contre, c'était une équipe extrêmement précise et qui quand même était capable d'être assez réaliste dans ses temps forts parce que elle en a eu quand même beaucoup. Elle est venue dans le camp français régulièrement. Ils ont jamais su prendre les points, jamais su convertir. Et donc, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim parce qu'on n'a pas répondu à nos questions avant d'affronter les Blacks. Yohan Maestri, toi qui connais le Japon pour avoir évolué une saison dans le championnat japonais, est-ce que tu es surpris par la performance des Nippons ? Non, je crois que ça a été très bien dit. Depuis 2019, ils rencontré beaucoup de difficultés. Ils ont tout donné pour cette organisation de la Coupe du Monde et ils ont laissé beaucoup de jus au niveau des joueurs et ils ont perdu des joueurs très importants. Et ensuite, il y a c'est une autre discussion, mais il y a énormément de joueurs, les top joueurs étrangers qui avant venaient plutôt en France ou en Angleterre, maintenant vont au Japon, donc prennent la place de certains joueurs japonais qui pourraient éclore. Nous, on l'a connu aussi avant la mise en place de GIF et tout ça en France. Donc voilà, il y a plein de petits facteurs qui fait qu'en ce moment, ils sont moins bien. Et Eddie Jones, je crois, change un peu d'équipe, rajeunit. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont naturalisés, mais qui ne sont pas japonais. Donc on voit qu'il y a un peu un déficit au niveau de la nouvelle génération là-bas. Et aujourd'hui, le paye cash, quoi. Est-ce que toi, ce que tu as vu au Japon, finalement, c'est ce manque de renouvellement? Est-ce qu'il y a une crise des talents, on va dire, dans le rugby japonais? Je pense qu'il y a du talent. Après, il faut tout remettre. Voilà, je pense qu'ils ont eu une progression fulgurante les 4 ans de 2015 à cet exploit qu'ils font contre les Sudaf, puis après jusqu'à la Coupe du Monde 2019 qu'ils organisent chez eux. Ils ont eu une progression fulgurante. Ils se sont investis. Il y a eu un investissement fort. Mais avant ça, le Japon, voilà, il faut raison garder. Ils n'ont jamais été au niveau des nations majeures du rugby mondial. Donc là, ils reviennent un petit peu à la norme, entre guillemets, et après, à eux de corriger certaines choses. Mais voilà, aussi, leur championnat est de plus en plus attrayant pour les étrangers. Et même s'il y a des quotas qui sont très forts là-bas, certains joueurs, des top joueurs, surtout je pense aux Néo-Zélandais et aux Sud-Africains, investissent les meilleurs clubs, prennent un peu les meilleurs rôles et donc du coup c'est difficile, quoi. Difficile. La deuxième ligne française, on a vu Meafou là, qui s'installe de plus en plus. C'est un phénomène au poste de numéro 5 que tu connais bien, Yohan. Est-ce que là, si Flamand est blessé, tu mettrais qui à côté de Meafou, toi, samedi face au Black? C'est une très bonne question. Non, c'est pas évident. Moi, je vais répondre à ta place. On peut faire entrer Roumat et Paul Boudet en troisième ligne. Bon, enfin, moi, j'ai pas trop joué, hein, tu me diras, mais bon, je peux donner mon point de vue, Yohan. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, mais c'est vrai que toi, t'étais quand même un féroce combattant quand même dans les rocks et compagnie. Quand tu y mettais la NIF, tu la mettais pas souvent, mais quand tu y allais fort. On peut pas te le reprocher. Moi, je sais pas, peut-être oui, Rouma ou le jeune joueur de Lyon qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée, hein. Qui a fait une super rentrée. Et après, j'imagine que là, le staff de l'équipe de France a déjà réfléchi à ça. Je pense, moi, que Thibaut Flamand va jouer un match comme ça des Blacks. C'est tellement important et c'est tellement sacré et ils sont en plus dans une bonne phase, l'équipe de France, quoi. Surtout depuis, ils ont gagné 2 fois déjà d'affilée. Donc voilà, c'est un match qu'il faut qu'il aille chercher. J'espère qu'il jouera. Sinon, j'imagine qu'il y aura de la relève et qu'elle sera de qualité, hein. Ouais, c'est vrai que l'entrée de Guillard était effectivement de qualité. Qu'est-ce que ça représente un match pour les Blacks? Tiens, voilà, toi qui les as vécus, Yohan, ces tournées de novembre, ces matchs, je sais que c'est jamais facile, mais qu'est-ce que ça représente pour un joueur international?
C'est le Graal quelque part. C'est un rêve quand c'est les premiers matchs. Et après, c'est une extrême difficulté. C'est notre étape ultime à nous joueurs de rugby. Bon là, ils paraissaient un petit peu moins en forme. Là, ils reviennent quand même. Ils font deux grosses performances. Ils s'accrochent. Malgré tout, moi, je me dis quand même qu'ils tournent avec le même 15 là depuis quelques temps maintenant. À peu près le même 23 aussi, et du coup il y aura quelque part, ils vont être émoussés parce qu'ils ont livré deux grosses batailles contre l'Angleterre et l'Irlande. Voilà, donc les Français, je sais qu'ils seront au rendez-vous. En plus, le stade va être rempli, ça va être féroce, et la génération de joueurs qui est actuellement sur le terrain et qui représente la France est bien meilleure que nous. Je veux dire, les résultats et tout ça parlent pour eux. Donc il y a plus de confiance côté français aussi. Il y a plus de, je sais pas, il y aura une confiance qui sera énorme, et ils vont aller. Et je suis sûr qu'ils vont être pas loin d'aller chercher le résultat. Je les vois gagner. Après, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils ont désacralisé, Yoann Huget, les Bleus aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont désacralisé les Néo-Zélandais? Avant, bon, c'était toujours le top absolu. Est-ce que là, le fait de les avoir battus il y a 3 ans, l'an dernier, et qu'il faudrait remettre ça, est-ce que... Bon, voilà. En fait, c'est générationnel. Donc, nous, comme l'expliquait Yoann, on n'avait pas besoin de regarder le 15 de départ pour savoir qui allait jouer chez côté néo-zélandais. On les a joués 4 fois, c'était quasiment la même équipe. Aujourd'hui, il y a un peu plus de turnover. Ils sont en train de rajeunir, de recréer avec un nouveau staff. Également, on les pensait moins bien, mais malgré tout, ils sont toujours là. Donc, le fait de pouvoir les battre, et comme ils les ont battus récemment, ça, comme tu dis, nous donne un peu plus d'espoir qu'auparavant, avec une génération de notre côté qui est un peu plus florissante également. Maintenant, ça reste les Blacks, et ça reste toujours compliqué quand on voit le rendu et la copie qu'ils ont pu faire face à l'Irlande, qui les attendait pour soi-disant une revanche. Ouais, les Blacks qui ont ferraillé, quand même, Philippe Spanghero, à Twickenham et à Dublin, c'est quand même un enchaînement, c'est du haut niveau, là. Ouais, c'est du très haut niveau, et puis surtout c'est vrai que c'est toujours surprenant parce que là les nations du Sud dominent pour l'instant cette tournée d'automne, parce qu'on sait qu'elles arrivent plutôt en fin de saison un peu émoussées, quand nous les Européens on est a priori au pic de forme après quelques mois seulement de compétition. Et là, ce qui est surprenant chez toutes les équipes du Sud, c'est de voir à quel niveau de forme elles sont par rapport à beaucoup d'autres tournées de novembre précédemment. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'attentes sur ce match de samedi, parce que je trouve les Blacks très très près, quoi. Donc contre les Anglais, et surtout ils sont forts sur les bases. Même ils ont pris les Irlandais sur tous leurs points forts le week-end dernier, même si ils font une première période un peu moyenne, mais en deuxième période, vraiment ils surclassent ces Irlandais qui étaient quand même une des meilleures nations mondiales avant ce match. Donc voilà, ils ont certainement plus de certitude que nous, ces Blacks, avant ce match. Donc il y a beaucoup d'attentes aussi, puis beaucoup d'attentes, peut-être on en reparlera, sur la compo aussi, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière avec Yoann. C'est vrai que Fabien Galtier était pas partisan de faire tourner son effectif, mais là quand même il y a quelques points d'interrogation à des postes importants. On parle de Buros à l'arrière, il y a un sujet peut-être sur la 3e ligne aussi, le retour d'Antonio et qui va être sur le banc. Enfin, il y a pas mal de points d'interrogation sur la compo aussi. Ouais, Yoann, peut-être sur cette compo, il y a des choses que tu ferais pour, à la lueur de ce qu'on a vu des Blacks, qui ont été quand même assez, enfin, ils sont toujours durs et toujours combattants, mais là quand même ils ont mis le curseur assez haut face aux Irlandais. Est-ce que nous, du coup, il faut qu'on densifie par exemple notre pack? Franchement, je sais pas. Je doute. Je pense que là, il a fait confiance à une équipe qui a relevé quand même le challenge face aux Japonais. Il a rajeuni un petit peu l'équipe à certains niveaux. Il y a, comme Philippe l'a dit, il y aura certainement le retour de Winnie Antonio, et il va peut-être prendre la place sur le banc, donc il pourrait être là et amener du sang frais en seconde mi-temps. Mais sinon, c'est vrai que si tu veux te projeter sur le futur, il faut faire confiance à cette équipe qui a quand même fait un très bon match contre le Japon. C'est le Japon, mais il faut les marquer, les 50 points au niveau international. Surtout après de longs mois sans jouer ensemble. Maintenant, voilà, il faut affronter cette équipe avec et mettre au révélateur certains joueurs et cette équipe de France, quoi, qui nous habitue à des grandes choses. Voilà, après, maintenant, ouais.
Bon, on peut te remercier quand même, Johan, parce que c'est toi qui a préparé aussi Antoine Dupont en faisant du toucher à Carqueiranne là cet été. Il est arrivé, il était bien quand même, déjà avec Toulouse et là avec l'équipe de France. Ouais, merci. Oui, il est un peu. Vous êtes un moqueur, putain. Non, il est en pleine bourre. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai juste fait l'endroit. C'est Grégory Lambolé aussi qui était là, Bobol. En plus, il vient de faire un semi-marathon là. Je sais pas s'il va s'en remettre. Et lui, eh ben, il a une technique. Une 52 au semi-marathon. On le salue. Voilà, on le salue et avec Philippe et Johan, ils le connaissent très très bien. Voilà, c'est un drôle de coco. Donc quand avec Bobol, quand il y a match, que ça soit touché ou réel, quand il y a match, Bobol il est là quoi. Donc c'était bien. On a rigolé avec Antoine et on a passé un bon moment et maintenant il est prêt. Voilà. Bon, ben ça s'est vu. En tout cas, merci. Voilà, t'es entraîneur de touch rugby. En tout cas, c'est sympa. Bon, on va te libérer, Johan. Te remercier d'avoir été avec nous, bien sûr, sur Sud Radio. Juste un mot sur ton présent aujourd'hui. C'est le rugby, tu fais juste que le regarder ou t'as, je sais pas, à un moment, t'as envie peut-être un jour d'entraîner ou de transmettre? Oui, certainement dans le futur, mais aujourd'hui, juste de regarder, de profiter un peu de la mise en recul par rapport à tout ça et de profiter des bons moments quand je revois les anciens coéquipiers ou les coéquipiers qui sont actuellement sur le terrain, les plus jeunes qu'on a connus, et c'est un régal, donc voilà, tout ça à distance, et j'espère un jour, dans le temps, faire quelque chose peut-être avec les plus jeunes, quoi, prendre un peu le temps de partager des expériences et des bons moments, parce que c'est un sport incroyable, et si on est bien dans nos vies et heureux, on le doit à la pratique du rugby et aux rencontres qu'on a fait dans ce milieu, quoi. Donc c'est ça qui est beau, quoi. Bon, merci Johan Maestri. 66 sélections avec l'équipe de France de rugby. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, bien sûr, avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Merci Johan, à bientôt sur Sud Radio. Salut maman. Merci. Avec vous au 0826 300 300 avec Johan Huget, Philippe Spanghero pour parler de ce 15 de France là qui va défier les All Blacks. Ce sera samedi et avec nous pour en parler Dominique qui nous appelle de Bonpass. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On était avec Johan Maestri il y a quelques instants. Toi, tu verrais qui dans cette équipe pour samedi en fait? Est-ce que tu verrais des modifications? Il y a le cas de Flamand, mais par exemple en pilier droit, est-ce que tu mettrais plutôt Antonio titulaire et Tatafou remplaçant, ou alors l'inverse? Quel choix ferais-tu? J'ai jamais joué devant, mais je mettrais Antonio en premier quand même, et Colombe en finisseur, qu'on dit. Parce que Tatafou, je pense qu'il est peut-être encore un peu juste. Hein. Les Blacks, c'est quand même pas, c'est pas le Japon. Hein, je pense, c'est vraiment du très très haut niveau. D'accord. Tiens, on va demander l'avis de Johan Huget. Toi, tu partages l'avis de Dominique, Johan? Effectivement, on l'a vu sur le premier, sur la deuxième mi-temps, il était un peu court, mais il a je pense qu'il a de belles années à faire en équipe de France. Il a du gaz, il a mis quelques gros plaquages en première mi-temps. Et il faut pas oublier qu'il arrive de top 14, donc il n'a pas franchi non plus l'échelle européenne pour se former. Et on le met aujourd'hui face à l'équipe des All Blacks. Ça me paraît un peu suicidaire. D'accord. Donc Antonio Colombe, comme le suggère Dominique. Dominique, en deuxième ligne, si Flamand, imaginons, avait son problème persistant à la crête iliaque, qui mettrais-tu? On va mettre le jeune Guillard, parce qu'il a fait une bonne entrée, comme a dit Monsieur Maestri. Et puis il performe, parce que j'ai rien contre Woki, mais depuis qu'il est parti au Racing, il n'a pas trouvé son niveau de Bègle de Bordeaux. Et Meafou en deuxième, Meafou en 5, bien entendu. Bien sûr, Meafou associé à Guillard. Philippe Spanghero, toi tu es sur cette ligne, dans le cas bien sûr où Flamand serait indisponible. Oui, je suis sur la ligne. Je pense qu'il faut là avoir des certitudes, donner du temps de jeu aux joueurs poste pour poste, et Guillard a mérité de jouer. Il a fait une bonne rentrée. Et puis ensuite, si on s'oriente vers un banc en 6-2, ce qui paraît être le cas, on a des solutions de repli ensuite pour les finishers, en réorganisant la troisième ligne et en faisant monter peut-être Rouma, Boudeham, voilà. Donc en deuxième ligne, pour moi, ce serait Guillard logiquement.
Sur la troisième ligne du 15 de départ, Dominique, toi Cross est sorti à la mi-temps. Imaginons qu'il est on savait pas si c'était du coaching ou un problème un choc, on va dire. Est-ce que tu mettrais plutôt Boudéan titulaire ou alors un autre choix? Ah non, mais je mettrais Boudéan parce qu'il a fait une bonne rentrée. Bon, en espérant que Monsieur Cross ne soit pas trop bien blessé, mais bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Hein. Ouais. Mais bon, il a fait une rentrée tonique, comme on dirait, dirait l'autre. Hein. Plutôt... Après, c'est pas les mêmes profils quand même. Il va manquer quelque chose dans la complémentarité quand même. Ouais, Johan. Oui, mais on a Roma qui joue un peu partout, quoi. Ouais. Non, Roma. D'accord, mais un petit peu polyvalent. Face quand même à une troisième ligne très dense. La guerre des rucks. Ouais. Moi, je pense qu'il va mettre beaucoup d'expérience sur le banc pour finir avec des joueurs qui sont confirmés et lancer un peu les jeunes qui ont bien performé face au Japon. Et on connaît Fabien et sa faculté à ne pas changer l'équipe quand elle gagne. Donc moi, sincèrement, les amis, je vois juste 1 ou 2 changements, mais pas plus. D'accord. Ah, c'est surprenant ce que tu dis, tu vois, parce que c'est vrai que moi j'étais plutôt d'accord avec toi, mais alors est-ce que la presse se trompe ou pas, mais il parle de Buros à la place de Barré et ça apparaîtrait pour moi comme une sanction parce que Barré n'est pas passé à côté de son match. Éventuellement, il y a le retour de Gaël Fickou aussi qui est évoqué. Titulaire au centre, donc il y a une question aussi éventuellement sur la forme d'Aldrit et puis l'entrée de Boudéan, donc ça va être intéressant quand même de voir cette compo parce que je pense qu'il peut y avoir plus de changements sur le 15. Ouais, Dominique. Moi, je ne pense pas, sincèrement, parce que toute l'équipe a bien performé. Tu veux dire quoi, un joueur où vous avez gagné 50 points, tu vas leur dire tu joues pas je suis d'accord avec toi. Sincèrement, je vois un gros banc avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de sélection pour bien finir le match. Mais l'équipe qui va rester là, si Gali a un problème, il va rentrer à la 50e comme il a pu faire là, mais je vois pas de changement. C'est-à-dire que, Dominique, toi tu laisserais aussi Gaël Fickou sur le banc? Ah oui, bien sûr, oui, parce que honnêtement, je trouve que depuis la Coupe du Monde, il n'est pas très performant. Bon, je respecte le joueur parce qu'il a 90 sélections, mais bon, je pense qu'il a les meilleures années derrière lui. Hein. Ouais, ça c'est dit. Oui, mais c'est la vérité. Je ne dois pas être le seul à le penser. Bon, toi, Philippe, tu penses que Gaël Fickou restera sur le banc? Je me pose honnêtement la question de cette expérience dont on a besoin contre les Blacks. J'ai l'impression que la presse a l'air quand même assez bien informée. Ils ont l'air assez sûrs d'eux sur un retour de Fickou. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Après, c'est vrai que je trouve Dominique un peu dur parce que malgré tout, je trouve que Gaël est exemplaire au Racing et qu'il fait quand même partie des joueurs qui ont tenu la baraque en début de saison. Mais après, c'est sûr qu'il a 10 ans d'équipe de France derrière lui. C'est déjà une carrière exceptionnelle. Oui, 90. Donc il ira certainement pas à la prochaine et c'est vrai qu'il faut commencer à préparer la suite et c'est sur ces grosses échéances et ces gros défis qu'on va faire grandir nos jeunes joueurs. C'est-à-dire toi tu vois pas Gaël Fickou à la prochaine Coupe du Monde? Non, honnêtement non. Bon, à suivre en tout cas. Merci Dominique d'avoir été avec nous. Il aura 130 ou 140 sélections quand même, s'il y va. C'est quand même monstrueux. Hein. 3 ans. 3 ans, il a 30 ans, même pas 29 ans je crois Gaël. Hein. Donc ouais, mais il a commencé à être tellement jeune. 18 ans. C'est un bon débat en tout cas. Dominique, merci d'avoir été avec nous en direct sur peut-être un petit mot. Vous pourrez saluer monsieur Berbizier de ma part. Bien sûr, mais si vous voulez rester avec si vous voulez rester avec nous je serais ravi de parler avec lui. Hein. Mais vous pouvez même lui faire un petit coucou maintenant si vous voulez. Bonjour monsieur Pierre Berbizier. Respect pour Oui, bonjour. Bonjour monsieur Berbizier. Bonjour. Je vous adresse toutes mes félicitations pour votre carrière de joueur et d'entraîneur. Merci, c'est gentil. On m'a dit que j'avais une ressemblance physique avec vous, c'était flatteur. J'ai pas un millième de votre talent. Hein. D'accord, mais écoutez, c'est gentil, merci à vous. Et puis je vais me faire un plaisir de vous écouter. Et, ok. Merci pour le rugby, monsieur. Merci. Voilà, c'est un pas cet échange entre Dominique de Bompas qui nous appelait au 0826 300 300 et Pierre Berbizier, notre prochain invité, juste après la pause. Restez avec nous dans les vraies voix du rugby. Sud Radio. Avec vous, bien sûr, au 0826 300 300 avec Yohann Huget, Philippe Spanghero, l'équipe Sud Radio au complet. Ravi d'accueillir Pierre Berbizier qui est avec nous, ancien entraîneur du 15 de France, bien sûr, ancien capitaine du 15 de France, finaliste notamment de la première Coupe du Monde et vainqueur du Grand Chelem en 87. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Juste François, en 81 aussi, le Grand Chelem. Ouais, c'est vrai. C'était mes débuts, j'y tiens. C'est vrai, d'autant qu'il y avait eu débat. De mémoire, il y avait eu débat sur le fait que tu avais été choisi titulaire. J'ai toujours été dans le débat, c'est pour ça que je vous remercie de m'inviter dans le débat de ce soir. J'ai toujours été dans le débat, oui. Bon, Pierre, nous on se tutoie sur Sud Radio. Donc comme on se tutoie dans la vie, on va se tutoyer là sur Sud Radio. Ravi de t'avoir avec nous. Donc Philippe et Johan également sont là. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le 15 de France, tournée d'automne. Tu en as vécu des dizaines en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Elle a plutôt bien démarré quand même pour notre 15 de France face au Japon. Oui, c'était important que l'on retrouve le terrain du jeu et pour cela, l'équipe de France a rempli son objectif. On avait envie de revoir une équipe de France sur le terrain et non plus en dehors. Ouais, c'est vrai que là tu fais allusion aux affaires extra-terrain, on va dire, hors terrain. Est-ce que quand même, ce qui ressort le plus finalement, c'est un peu la joie de cette équipe de se retrouver. Tout n'a pas été parfait, mais on a senti quand même un certain enthousiasme. Est-ce que tu partages ça ? Oui, effectivement, on a vu des intentions. Donc c'est toujours difficile de démarrer ou de redémarrer une saison sur le premier match. Alors il faut dire que l'opposition s'y prêtait aussi, mais ces Bleus-là ont affiché certaines intentions et une certaine joie de jouer. Témoin ces 2 essais un petit peu, cette pénalité jouée rapidement à la main et cette touche aussi, donc 2 essais qui prouvent que les joueurs avaient des intentions. Ouais, Johan, UG, c'est ce qui t'a marqué toi aussi ? Oui, il n'y a plus Johan Maestri, donc on n'est plus obligé de confirmer Johan UG, mais François, merci. Mais non, c'est ce qui m'a marqué, c'est que ça a été émis par, encore une fois, on peut le citer, mais Antoine qui joue cette pénalité dans quasiment dans 40 mètres, et ça débouche par un essai. On a senti une équipe de France avec beaucoup d'envie, beaucoup d'appétit, alors que ça a été un peu approximatif. Mais c'est à chaque fois se retrouver comme ça, le début d'une tournée. On ne s'attend pas à un match parfait, mais on a trouvé des joueurs qui avaient envie de provoquer, envie de tenir le ballon, et c'est ce qu'on a plu avec cette charnière qui a été parfaite, j'ai envie de dire, sur ce match-là. Ouais, Philippe Sanguero, tu es aligné sur cette analyse ? Oui, complètement aligné. Puis on a quand même quelques garanties maintenant sur le niveau de forme des joueurs, que ce soit les 15 titulaires ou les finishers. On a vu notamment une rentrée assez incroyable de Boudeham. Bon, Beato Movaka qui confirme encore. Donc sur le niveau de forme, on a, je crois, quelques certitudes. Après, pour moi, le vrai point d'interrogation par rapport à ce qui nous attend, c'est le combat et les zones de ruck, où on n'a quasiment rien eu en termes d'affrontement contre cette équipe japonaise sans leur faire offense. Et quand on voit à quel niveau les Blacks ont mis le curseur contre l'Irlande, notamment dans ce secteur de jeu, là, il y a quand même un point d'interrogation sur la capacité qu'on va avoir à répondre présent, et la composition d'équipe dont on vient de parler aussi va être importante. Ouais, Pierre, c'est ça aussi l'enjeu, c'est monter le curseur, et notamment dans la zone de combat. Tu as vécu ces matchs face aux Blacks. Bon, bien sûr, on pense à Nantes quand tu étais joueur en 86, et puis en 94 également, lorsque tu étais entraîneur. Oui, la dimension physique est importante quand on rencontre les Blacks. Donc c'est un vrai combat. Il faut être présent, il faut être au moins à la hauteur des Blacks pour ensuite placer son jeu. Ce sera le défi pour cette équipe de France qui se doit de se retrouver dans le combat à la hauteur de l'intensité que proposeront les Blacks, et puis qui se doit aussi peut-être d'avoir une animation offensive un peu plus précise, car on n'a pas vu grand-chose de ce côté-là. On a vu une équipe de France qui a bien contré ces Japonais qui sont venus s'offrir généreusement. Donc c'est un petit peu le problème. En tous les cas, ce sera une des clés du match face aux Blacks. L'animation offensive, on va dire, dans le jeu d'avant, les cellules autour, dans le jeu auprès, ou même de façon plus générale, un peu sur le jeu de façon large.
De façon plus générale, si j'ai vu une bonne défense je le répète, qui s'est appuyée sur la générosité d'essais japonais et des contres performants. Donc, d'ailleurs, vous avez 5 essais d'avant, je crois, hein, donc sur les 8. Et ensuite, au niveau de l'animation offensive, sur des lancements de jeu, donc on aimerait, ou je pense qu'il faudra monter le curseur face aux Blacks pour déstabiliser un peu cette équipe Black, car sur la dimension physique, les Blacks répondront et ça ne pourra pas passer comme c'est passé aussi facilement que contre les Japonais. Voilà, être plus clinique, Yoann Huget, finalement, clinique face aux Blacks, plus précis, mais ça on imagine que déjà, dès le lendemain du succès face au Japon à Marcoussis, les joueurs, j'imagine, se projettent avec précision vers ce match-là. Oui, bien sûr, mais déjà c'est bien de travailler dans la victoire, dans des dynamiques positives, donc ça ils l'ont classé, mais on a vu sur le discours de Fabien Galtier à la mi-temps où il remontait les joueurs, il a dit il y a 30 points d'avance, mais vous faites une mi-temps qui n'est pas dans les standards et on ne travaille pas pour le match des Blacks. Donc ce match-là des Japonais était essentiellement basé pour travailler le prochain match des All Blacks et travailler dans le détail. Et sur la première mi-temps, ils sont quand même passés un peu à côté, le score étant là, mais sur le détail, et on sait que chaque ballon qui va être tombé face au All Blacks, ça va être une punition directe. Et le discours était celui-là de Fabien. Donc ils vont pouvoir travailler vraiment sur ce détail-là, la position tout ce qu'on ne peut pas voir à la télé. Et c'est une bonne semaine de préparation pour les Bleus en tout cas. Bon, cette semaine, elle a déjà commencé. Il y a aussi des points d'interrogation, Pierre, quand même, sur les choix, parce qu'il y a des blessés, il y a des joueurs qui sont sortis, on ne sait pas trop s'ils pourront jouer. Est-ce que, on parle du retour d'Antonio par exemple, ça te semble être le bon choix ? Écoutez, on aurait pu penser que les joueurs auraient eu au moins 2 matchs pour les tester. Un match d'entrée contre les Japonais qui permettait de rentrer dans une dynamique positive, ce qui a été le cas, et ensuite d'un match test contre les Néerlandais pour évaluer effectivement des joueurs en perspective de l'avenir et notamment du tournoi. On pense à ce pilier Tatafou chez nous, donc il y a derrière aussi Gailleton. Ça aurait été intéressant de les voir au niveau des Blacks, voir ce que ça donne. Donc on verra bien. On verra bien la prochaine composition. Cela dit, effectivement, il faut présenter devant les Blacks la meilleure équipe possible. Donc, on n'a pas tous les éléments. En tous les cas, je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir évaluer l'état physique des uns et des autres, les blessures, donc et tout ça. Donc, on va attendre cette équipe-là. Ouais, vas-y, Philippe. Pardon François, j'ai juste une question pour Pierre. Peut-être c'est vraiment ce choix stratégique du banc où on parle quand même de plus en plus d'un 6-2 sur ce match-là, qui amènerait potentiellement, d'après ce qu'on peut se dire, le retour de Le Garec sur le banc et Barré pour amener plein de propositions différentes en fonction des scénarios du match. Moi, ça m'interpelle un peu, cette composition potentielle sur le banc. Je ne sais pas si Barry y sera. J'ai l'impression qu'il a déjà, s'il sera. Alors, je ne sais pas s'il est annoncé. Oui, ça va. Et puis peut-être qu'il faudra utiliser les remplacements un peu mieux qu'on ne l'a fait contre les Japonais. C'est un petit détail, mais on a joué 10 minutes à 14. Donc tous les remplacements étaient rentrés, je crois, juste après la début 70e minute ou 72e minute. On a joué avec un joueur moins. Donc attention, ça pourra pas passer contre les Blacks. Donc après, il y a tellement de combinaisons possibles en fonction. Quelle sera la stratégie? Est-ce que ce sera une stratégie offensive? Il y a quand même un paradoxe sur cette partie, c'est qu'on a plaqué 2 fois plus que les Japonais. Quand on regarde les chiffres, vous plaquez 2 fois plus les Japonais dans un match où vous mettez 50 points. C'est quand même un paradoxe qui interpelle et qui
forcément, donc donne un petit peu le caractère de cette équipe qui est avant tout une base défensive. Est-ce que on restera, on nous parle effectivement qu'il y aura des évolutions et une animation offensive. On a vu des essais, certes, mais beaucoup d'imprécisions en animation offensive. Donc, quels vont être les réglages par rapport au Black, on va le savoir très rapidement. Ouais, Johan, toi qui connais aussi ces moments-là, tu sais, toi tu dis toujours que Fabien est plutôt conservateur. Il va pas faire plus de changements, Fabien Galtier. C'est à la lueur de ce que tu sais ou de ce que tu as vu? De ce que je sais, de ce que je connais, parce que je l'ai eu aussi en tant qu'entraîneur, et que s'il a voulu lancer certains joueurs face au Japon, c'est pour voir comment ils répondaient. Aujourd'hui, ok, peut-être que Léo Barré, mais lancer Buros contre les All Blacks au Stade de France pour sa première sélection, je ne pense pas que ce soit un cadeau. Je sais pas, mais ça me paraît un peu gros de le voir débarquer là. Le seul changement peut-être qu'on pourrait apporter dans cette équipe, c'est la rentrée de Winnie Antonio et pallier les blessures de Flamand. Mais après, on change qui, pourquoi, comment? Je vois pas beaucoup de changements dans ce 15 de départ. Pierre, sur ce point, même si c'est vrai, on n'a pas toutes les informations, mais voilà, ce qui ressort de l'entraînement du jour, c'est que Buros effectivement serait, on va dire, favori pour démarrer. Est-ce que ça te surprendrait? Ça repose le positionnement de Ramos indirectement. Donc, je pense qu'ils vont garder cette charnière Dupont-Ramos. Ça veut dire qu'on confirme le déclassement de Jalibert. Et c'est vrai que Ramos à l'arrière est sans doute notre meilleur arrière du moment. Donc voilà. Et comme on l'a dit, démarrer sur un match comme les Blacks, Buros, c'est un beau challenge à relever. C'est pas évident et ce sera pas évident pour lui. Est-ce que tu es d'accord quand même pour dire que un entraîneur, il a besoin d'être rassuré et que Ramos est peut-être celui qui le rassure le plus, voilà, quand il par sa maturité, mais même en 10, parce que l'entrée de Jalibert, qui est un joueur qu'on adore, mais il se fait intercepter. Enfin, c'est pas de nature à rassurer quelqu'un quand on est en concurrence. On est d'accord, mais les conditions dans lesquelles rentre Jalibert, il était déjà déclassé avant la partie. Je crois qu'il est dans des conditions psychologiques aujourd'hui assez difficiles. Donc, alors après, je pense que la synergie du clan toulousain y est pour quelque chose. Je pense que la complicité des Toulousains, donc au poste stratégique, explique sans doute ce choix-là. Donc mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat, c'est plus Jalibert. Jalibert a été déclassé avant. Donc après, c'est un nouvel arrière. Et je pense que Fabien ne fera pas trop de changements sur cet axe 2, 8, 9, 10, 15. Donc il y en aura un certainement, ce sera l'arrière. Donc avec Buros, je pense, qui va démarrer. C'est un beau challenge pour démarrer. Ouais, démarrer face au Black. T'aurais aimé, Johan? Oui, on aurait tous démarré sur sa première sélection face au Black et en plus gagner. Donc ça, c'est vraiment la main parfaite pour démarrer une carrière internationale. Maintenant, peut-être que Léo Barré était sur le terrain aujourd'hui ou il était ménagé, je sais pas. Mais ça me paraît, parce que le garçon, il passe pas à côté face au Japon. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça que ça me reste surprenant mais bon, c'est un autre choix. Ouais. Mais j'aurais aimé, pour répondre à ta question, j'aurais aimé démarrer, bien sûr, face au All Black au Stade de France. Je pose pas la question à Philippe, mais tu peux y répondre si jamais tu veux. J'aurais aimé aussi. Voilà, non, est-ce que Philippe, tu trouves toi que Fabien Galtier est entre guillemets un peu trop conservateur? Là, une tournée de novembre à 3 ans de la prochaine Coupe du Monde, est-ce que c'est pas le moment aussi de faire confiance à ces jeunes qu'on a vus une première fois face au Japon et de les voir face à un niveau plus élevé?
Mais honnêtement, j'attends vraiment cette composition pour t'y répondre parce que je trouve, et je suis d'accord avec Johan, jusqu'à présent, il était assez conservateur, mais j'ai l'impression que de façon générale, Fabien accepte éventuellement de revoir certains de ses principes, de ses fondements même, dans le management qu'il a instauré. Donc, c'est pas neutre ce qui va se passer quand même sur cette annonce-là, parce que encore une fois, il y a des choix importants. Jalibert a déjà été déclassé. S'il y a ce choix du 6-2, potentiellement Jalibert sort du groupe. Je trouve que c'est quand même assez fort. Il y a en effet cette question autour du retour de Gaël Fickou ou pas, ou de laisser sa chance à cette paire de centres à nouveau. Il y a ce qui va se passer si Thibaut Flament ne peut pas jouer. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes. Et en fonction des choix qui seront pris par Fabien Galtier, on se dira qu'il est soit dans la lignée de son côté conservateur, soit qu'il change un peu son fusil d'épaule. Ouais, Pierre. Oui, je confirme. Donc, il y a plusieurs options. Cela dit, on ne connaît pas effectivement les problèmes des blessés, des récupérations des uns et des autres. Donc, très certainement, une équipe où, à mon sens, il y aura très peu de changements. Donc, je crois que la continuité, il y aura peut-être 2 postes qui vont changer, mais je pense que Fabien sera relativement conservateur avant d'affronter les Blacks. Les Blacks, justement. Pierre, si tu peux rester encore quelques minutes avec nous, t'es le bienvenu, parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces Blacks-là, les Blacks qu'on a vus gagner à Twickenham et à Dublin ces 2 dernières semaines. Et on doit faire une petite pause et on se retrouve dans un moment. Merci. Yoann Uger, Philippe Sanguero, toute l'équipe Sud Radio est là. Ravi d'être avec Pierre Berbizier, ancien entraîneur du 15 de France, ancien capitaine du 15 de France et ancien demi-mêlée, qui a connu les Blacks autant comme entraîneur que comme joueur, bien sûr. Pierre, ces Blacks version 2024, un an après la Coupe du Monde, ils ont gagné 2 fois, une fois en Angleterre, une fois à Dublin depuis le début de la tournée de novembre. Comment tu les juges ? C'est quand même avec 2 victoires devant l'Angleterre et l'Irlande chez eux. C'est quand même une belle performance. Ils semblent monter en puissance. Ça promet contre les Français. Je crois qu'ils ont une équipe qui est en train de trouver son équilibre. Ils ont eu du mal et ils sont un petit peu chanceux contre les Anglais, mais il n'y a rien à dire contre les Irlandais qu'ils ont dominé progressivement dans le match, donc sur l'intensité dans le combat, et ensuite ça a libéré des espaces qu'ils ont très bien exploité, avec leur triangle arrière du fond de terrain. Donc c'est une équipe qui est bien armée, qui reste dangereuse, avec quelques absents quand même, on le disait, c'est Quentin qui le disait en début d'émission. Sam Ken et Téléa quand même qui sera absent, c'est souvent lui qui crée la différence. C'est vrai, donc c'est un joueur électrique qui a, sur ces 2 derniers matchs, a créé des différences tant en tant que finisseur qu'en créateur de mouvement. C'est une grosse absence pour les Blacks, tant mieux pour nous. Ouais, Johan, toi tu les juges comment, plus fort par exemple que ceux qui ont été finalistes de la Coupe du Monde ou un ton en dessous? Ils sont sur 14 matchs d'affilée. C'est une équipe qui commence à se connaître, une charnière avec Mackenzie qui me plaît beaucoup, qui anime beaucoup, mais je les sens beaucoup plus fort qu'en 2023. Une charnière avec Roygar ou avec Ratima là, Pierre? Ratima, je trouve assez lent, donc notamment sur leur premier match associé à Barrett, j'avais trouvé cette charnière en difficulté. J'ai préféré, il a renouvelé un petit peu ses lenteurs, Ratima, en démarrant avec Mackenzie. Si vous voulez, ce sera peut-être le point faible de cette équipe Black, cette charnière qui a eu quelques imprécisions, et ça peut être une aubaine pour le 15 de France s'ils y mettent la pression. Ouais, tiens, ton regard toi sur le retour d'Antoine Dupont en équipe de France, qu'on a vu heureux de revenir en bleu.
Bah écoutez, c'est une très bonne chose. Je crois que quand, comme on le dit, avec ou sans Antoine, c'est pas la même équipe. Donc, je crois qu'il amène d'abord sa qualité individuelle, bien évidemment, et puis son rôle maintenant de leader. Donc, c'est un leader d'équipe qui pèse sur les matchs, qui pèse sur son équipe. Donc, Antoine à son meilleur niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on espère qu'il le sera bien sûr samedi. Ton regard, Pierre, sur on a ouvert l'émission avec ça, on va la refermer avec ça, sur le carton rouge allégé, là, 20 minutes, il y a eu la première avec Radradra et puis Cummings, l'Écossais dans les 2 matchs d'hier. Bonne chose ou t'es sceptique? Écoutez, ce qui me gêne de plus en plus, c'est cet arbitrage depuis les cabines. L'arbitre n'est plus le responsable du match. On intervient ou on l'interrompt le plus souvent. Un des fondements du rugby, c'est l'arbitre qui est le patron sur le terrain. Qu'on lui donne une aide extérieure, mais cette aide extérieure devient maintenant prioritaire et ça me gêne beaucoup. Un arbitre devrait faire appel s'il en a besoin, s'il n'en a pas besoin. Et aujourd'hui, quand on voit le temps que l'on passe maintenant à la vidéo, appelé par les gens de la vidéo, ça me gêne quelque part. Au-delà de ce carton rouge, cette nouveauté, on va voir effectivement, il rentre en vigueur ce que ça va donner. Donc plus généralement, moi, c'est l'implication et l'intervention des gens de la vidéo qui maintenant commandent sur l'arbitre et ça me gêne. Voilà, ça sera le mot de la fin. Et tu es, Pierre, aligné avec Johan et Philippe qui vilipendaient le carton rouge allégé. Est-ce qu'on en a vu de ce week-end sur les terrains? Merci Pierre Berbizier d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Grand plaisir dans les vraies voix du rugby, bien sûr. Et à très bientôt sur notre antenne. À très bientôt à vous aussi les auditeurs. Et tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Merci Johan, merci Philippe. Merci messieurs. Bonne soirée. À très vite sur l'antenne.